La transition, c'est super stratégique et c'est comme tu le dis, effectivement, dit comme ça, c'est bien dit, je trouve. C'est un autre sport dans le swimrun. Pour le coup, comme je le disais, on part avec un matériel qui est assez volumineux. Le pool boy, les paddles, la combi, on a forcément un bonnet, on a une chasuble, on a des lunettes, il y a les chaussures, on est en binôme, il ne faut pas perdre ton binôme. La plupart du temps, en natation, on nage avec une corde qui nous relie. En fait, il y a une règle dans la discipline qui veut que sur Terre, tu ne peux pas être plus espacé que de 20 mètres et en mer, moins de 10 mètres. Donc ça, c'est pour des questions de sécurité. Et par rapport à ça, ça fait forcément plein de choses à gérer au moment de la transition. Et si tu veux pas t'y perdre et tu veux t'y arriver, et puis même le simple fait de passer de la position horizontale à verticale, on est souvent gazi. Un peu perdu, ça se voit aussi en triathlon, même au plus haut niveau. Et donc du coup, il faut réussir à optimiser cette partie-là pour aller le plus vite possible et gérer tous les paramètres qu'il y a à gérer dans un espace-temps assez court. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode le passionnant Hugo Tormento. Hugo est certes un coureur très performant, mais il est aussi un nageur de haut niveau. À la croisée de ces deux sports, il a décidé de faire le grand saut il y a quelques années dans le swimrun, une discipline que nous allons découvrir ensemble plus en détail dans cet épisode. Hugo va partager avec nous ses championnats du monde au Tilo, le point d'orgue de la saison de swimrun qui plante son décor en Suède aux racines de la discipline. Le principe de cette course est très simple, parcourir 70 km en alternant course à pied et nage en eau vive au fil des 24 îles qui composent le parcours. S'ajoute à cela plus d'une quarantaine de transitions éprouvantes à mener de main de maître pour espérer venir à bout de cet Otilo. Hugo et son partenaire suédois Max se présentent ce jour-là sur la ligne de départ, dans la peau de grands favoris après avoir remporté les 4 premières Coupes du Monde de la saison. Leur destin est désormais entre leurs mains et leurs jambes. Mais je ne vous en dis pas plus. Hugo va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Baltic Instinct. Bonjour Hugo, bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique. Je suis ravi d'échanger avec toi aujourd'hui et de partir, j'ai une voix un petit peu enrouée, et de partir à la découverte d'une discipline encore relativement méconnue, le swimrun. Comment ça va Hugo ? Ça va super bien, ça peut que aller bien. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Merci de me recevoir dans tes locaux, je suis ravi. C'est vraiment une chance. Aujourd'hui, on est le 10 novembre, qui n'est autre que la date de naissance d'Ennio Morricone, de Mikhail Kalachnikov, Arnaud Duplantis, que tu dois connaître, aussi le perchiste, et Richard Burton, l'acteur. Si on avait la possibilité, avec lequel de ces 4 personnalités est-ce que tu aurais aimé passer un dîner d'anniversaire ? Duplantis. Duplantis, t'aurais plein de questions à lui poser. Ah ouais, il est assez incroyable, puis il a une atmosphère autour de lui qui m'intéresse, qui m'intrigue, et la façon dont il évolue, dont il s'entraîne. Ce mec est quand même assez incroyable. Quelle précocité aussi. Quelle précocité. Incroyable, où il va s'arrêter. 7 mètres. Tu te dis, où est la fin, c'est ça ? Où est la fin ? Et puis là, il a pas fait juste un record, quoi. Il a démonté le record. Ouais, il confirme d'événement en événement. C'est assez dingue, ouais. C'est assez dingue. Plein de questions à lui poser. Bon, écoute, Armand, si tu nous écoutes et que tu es disponible l'année prochaine pour le 10 novembre, Hugo peut se déplacer jusqu'à toi. Il doit être en Suède aussi, probablement. Je crois qu'il est suédois. Il est suédois, oui, tout à fait. Ouais. Donc, voilà. Il s'entraîne je crois, à Göteborg. D'accord. Là où Max, du coup, mon partenaire, vit. Ok, parfait. Hugo, avant de nous intéresser plus particulièrement à ta pratique sportive, on va avoir l'occasion de développer ça pendant la suite de l'épisode. Est-ce que tu pourrais te présenter ? Qui es-tu ? Où vis-tu ? Voilà, raconte-nous un peu ce que tu veux bien nous dire. Du coup, Hugo Tormento, qui je suis ? Je suis quelqu'un d'un peu partout. Je suis né à côté de Lyon. J'ai grandi après en Outre-mer, d'abord à La Réunion et puis surtout en Nouvelle-Calédonie derrière. D'ailleurs, je suis rentré en France pour intégrer un cursus sportif de haut niveau en natation. J'ai fait une dizaine d'années en fait sur liste en natation, quelques équipes de France, et que ce soit les équipes de France jeunes ou les équipes de France Open. Une distance en particulier ? Le 200 papes, surtout quand en fin de carrière, je suis très centré sur le 200 papillons. Et derrière, après, maintenant, je suis commercial pour le coq sportif. J'ai d'abord été commercial pour le coq sportif. Maintenant, je passais directeur commercial pour eux sur toute la partie B2C, donc tout le commerce en direct avec les consommateurs, entre la marque et les consommateurs. Et à côté de ça, je suis devenu swimrunner.
changer de discipline et je me régale dans celle-ci. La course à pied, elle a eu une place très prépondérante dans ta jeunesse. C'est un héritage familial. Qu'est-ce qui t'a mis sur les rails de la natation notamment? C'est toi qui as développé cet intérêt? Est-ce que c'est un héritage familial? C'était pas forcément un héritage familial parce que ça vient pas de mes parents pour ce côté-là. La seule chose qui vient vraiment de mes parents, c'est le sport, ça c'est sûr. Quand on était petit, on a eu une obligation, nous, c'était un sport. Et vous faites celui que vous voulez, mais vous faites un sport, il n'y a pas de propos là-dessus, vous n'avez pas de choix. Et j'en ai fait beaucoup au début, puis au final, il a fallu très rapidement se recentrer parce que j'ai pas trop mal perfé étant jeune en étant nageur. Et les centres ont vite dit il va falloir passer plus de temps là-dedans. Et donc, du coup, j'ai écarté les autres. C'était ton sport exclusif ou malgré tout, est-ce que tu avais besoin d'aller faire d'autres éléments de préparation physique, de la course à pied, de la muscu, ou c'était vraiment 100% natation à ce moment-là? Quand j'étais petit, je faisais beaucoup de natation parce que ça prenait beaucoup de temps, mais après, à côté, ça m'empêchait pas d'aller faire d'autres sports avec les copains de manière moins officielle. Est-ce que tu considères que tu as une âme de compétiteur depuis toujours? Est-ce que tu as été porté très jeune vers la performance, toi, naturellement, ou est-ce qu'on t'a mené vers ça en te donnant confiance en tes capacités? Je pense qu'on m'a plus mené vers ça. Honnêtement, quand je vois d'autres compétiteurs qui savent tout sur tout, qui ont vraiment que ça en tête et qui ont cette agressivité, on va dire, de compétiteur, je ne pense pas être un compétiteur dans le sens où mon but n'est pas forcément de gagner, mon but numéro 1. Mon but est plus de gagner contre moi-même, de me dépasser et puis d'optimiser, de progresser. C'est là où je me sens moins compétiteur que d'autres. Mais après, je suis forcément compétiteur parce que je pense qu'on fait pas tout ça sans aimer un peu la compète. Ton souvenir de ta première compète, c'est quoi? Est-ce que tu en as une trace encore aujourd'hui ou des émotions que tu associes à cette première? J'en ai une en particulier, j'étais tout petit, je venais d'arriver à Nouméa, on avait des prises de temps régulières les mercredis après-midi et c'était la découverte du stress et ce que c'était que le stress. Et je dis ça à quelqu'un qui prenait un chronométreur qui était là. Et il me dit, mais c'est pas grave le stress, tu sais, c'est bien, c'est que tu vas bien faire. Et je sais pas, ça c'est mon premier souvenir là-dessus. Et donc cette petite boule au ventre qui te tient et qui te donne envie de faire pipi. C'était pas dans la piscine, c'est pas sympa. Pas dans la piscine, ça on le dira pas ici. Est-ce que tu as très vite senti que tu allais aspirer à des efforts assez longs et exigeants vers lesquels tu es aujourd'hui, tu t'es consacré? Est-ce que tu avais la conviction que ça allait tendre vers ça, ou à ce moment-là c'était pas forcément un sujet, tu étais sur notamment le 200 mètres papillon dont tu nous parlais, c'était ça l'objectif en soi, ou est-ce que tu soupçonnais que ça pouvait évoluer ensuite? Sur le côté long, pas du tout. Honnêtement, pas du tout. Déjà parce que, comme certains autres athlètes pourraient le dire, au début, je me posais souvent la question de pourquoi ils font ça. Pourquoi s'infliger tout ça? C'est long, ça doit être chiant, dur, ça doit faire mal. Mais après, le côté exigence et investissement, ça, oui, je l'ai eu assez jeune, du coup, forcément, parce que j'étais bien accompagné, je pense, et j'ai eu cette chance-là d'être encadré. Et cette volonté aussi de toujours gratter un peu plus pour pouvoir faire mieux personnellement. Le swimrun, il est rentré dans ta vie par l'intermédiaire de ton frère, c'est ça? C'est lui qui t'a fait connaître la discipline? Totalement. En fait, à la fin de ma carrière, si on peut dire ça, natation, j'ai tout mis un peu de côté pour me repartir plus dans les études et puis aussi parce que j'avais un certain ras-le-bol du sport. Parce que trop de sport? Parce que beaucoup d'investissement et pour le coup plus autant d'épanouissement que ce que je pouvais avoir au début. Comme je disais, moi c'était surtout pour par épanouissement personnel de progresser, de se sentir progresser et à ce moment-là j'y retrouvais plus la bonne balance. Donc j'en ai eu un peu marre et j'ai mis ça de côté. Puis j'ai fait un certain rejet, on va dire, du sport au début. donc j'ai pas fait grand-chose pendant 2-3 ans. Et c'est là où mon frère m'a remis au sport avec un premier projet qui était l'Ironman et en me disant qu'il fallait que j'arrête de m'engraisser sur mon canapé et que ce serait bien de me remettre au sport. T'avais quel âge à ce moment-là? C'était en 2018, donc 25. Et il me lance dans ce défi-là et puis j'ai dit ok, mais on fait ça en 2 ans et on fait un half d'abord et après un full. Et en fait, sur la route de tout ça, dès la première année, il me dit mais il y a un truc qui s'appelle Otilo, là, c'est en Croatie, à voir, ça pourrait être sympa, ça ferait un beau voyage, et en plus, ça nous permettrait surtout de faire un premier effort un peu long, parce que, étant tous les deux d'anciens nageurs, moi, sur du 200, maxi 1500, c'était 15 minutes, lui, il faisait du 100 mètres, donc c'était 1 minute. Il fallait tout de suite, quand même, apprivoiser ce que c'était qu'un effort de 5 heures. C'est quand même complètement différent. Et on s'est dit que commencer par quelque chose qui allie que natation et
et course à pied. C'était déjà un premier step sans se mettre le vélo en plus. Et en plus, faire ça en binôme, ça permettait de partager l'expérience tous les deux. Est-ce que tu peux nous donner les principes fondateurs de l'Otilo, justement? Quelles sont les grandes règles, les grands principes, l'équipement, la façon dont ça opère? Les grandes règles, en fait, c'est il y a un point A, un point B. Alors, des fois, c'est des boucles, des fois, c'est des points différents. Mais on part ensemble, on arrive ensemble et on part avec un matériel et on arrive avec le même matériel. L'image la plus simple, c'est de se prendre un archipel, en fait, où on part d'une première île pour aller jusqu'à une toute dernière île et on traverse chacune des îles et on nage d'une île à l'autre. Donc, comme on peut l'imaginer, il faut forcément des chaussures pour courir, mais il faut aussi une combi et du matériel pour pouvoir nager. La discipline autorise d'avoir un pool boy avec des certaines dimensions réglementaires. Pool boy, c'est? Un pool boy, c'est un flotteur qu'on met entre les jambes, qui permet du coup d'aider à la flottaison, et des paddles qui sont des plaquettes qu'on met au bout des mains, un peu comme des pagaies en canoë, qui permettent de pousser un peu plus fort et un peu plus vite. Et donc on a tout cet attirail qu'on a dès le début et qu'on ramène jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui t'a plu? Enfin, ça a été quoi ton ressenti après ce premier Otilo en Croatie? Ça a été une révélation? Ça a été une révélation dans le sens où on a vraiment apprécié le moment qu'on a vécu. Puis il y avait surtout en fait toute une atmosphère autour de cette discipline qui est vachement intéressante. Une volonté du d'espacement et de tout le monde peut y arriver et personne se prend pour quelqu'un d'autre. C'est vraiment cette partie-là, atmosphère, qui nous a énormément accrochés. Puis en plus de ça, on a rencontré du coup d'autres personnes qui étaient sur place, qui étaient dans la quête de la qualification en championnat du monde, qui ont commencé à nous parler de leur projet, qui ont voulu nous embrigader là-dedans, qui nous ont plus ou moins forcé la main pour qu'on en refasse une 2 mois après. Vous étiez d'accord, tu peux me le dire maintenant. On a été, mon frère a été très vite convaincu. Moi, étant encore étudiant à ce moment-là, j'ai mis plus de temps à me convaincre parce que ça coûte un peu d'argent quand même. Mais on s'est retrouvé à repartir là-bas 2 mois après. En plus, celle-là en Angleterre, elle est magnifique, c'est incroyable. On se croirait aux Caraïbes, en bas de l'Angleterre. C'est étonnant dans la même phrase, Angleterre et Caraïbes. Voilà. Allez voir sur internet les îles Scilly. C'est un petit archipel qui est incroyable. On soupçonne vraiment pas qu'il y a ça au large de l'Angleterre. Et donc du coup, de se retrouver là-bas dans cette atmosphère à nouveau, là on a vrillé complet. On a dit bon, le vélo c'est chiant, c'est long. On n'aime pas ça. Ça prend trop de temps dans une semaine. On va faire que de la course à pied, de la natation. On va aller chercher les championnats du monde ensemble. Je sais pas si on a dit l'amplitude des distances, ça peut aller de quoi à quoi, du plus court au plus long globalement quand tu dis que c'est accessible. C'est quoi les distances d'entrée, on va dire, et puis le maximum? Est-ce que c'est les 70 km le format le plus long? Alors le format le plus long, effectivement, celui des championnats du monde qui fait 70 km. Il y a 60 km à pied et 10 dans l'eau au total. Après, sur les Coupes du Monde, il y a différents formats. Il y a un format qui s'appelle un format expérience qui généralement fait moins de 10 km. Et il y a plus de courses à pied que de natation. On est plus sur un ratio de 1 km de nagé et 9 km de couru. Il y a un format sprint où là on est plus sur l'ordre du semi-marathon et avec 2 ou 3 km nagés, le reste couru. Et par contre le format du coup Coupe du Monde, marathon, qui lui oscille suivant les étapes entre 35 et 45 km, toujours avec un ratio à peu près de 20% de natation. Donc c'est une logique assez proche de celle du triathlon finalement, c'est ça, avec les S, XS, M, si on doit catégoriser, voilà, il y a différentes typologies de distance et d'accessibilité finalement. Tout à fait, totalement. C'est l'idée de pouvoir couvrir un large panel, d'amener les gens aussi à la pratique, hein, parce que c'est quand même la course à pied, naïvement on pourra dire que tout le monde est capable d'en faire. La natation, ça peut faire peur, surtout quand c'est des distances qui viennent rapidement longues. Même les triathlètes aujourd'hui, c'est quand même pas leur... Ils sont forts, hein, je dis pas le contraire, hein, mais c'est pas leur discipline prioritaire, c'est pas celle sur laquelle ils se focus, c'est celle où ils mettent le plus d'énergie. Donc dès qu'on dépasse du 2 km, 3 km de natation sur une seule et même épreuve, ça commence vite à faire beaucoup, donc il faut aussi amener les gens petit à petit sur la discipline. Est-ce que les transitions, c'est finalement une troisième épreuve en soi? Il y a la course à pied, la nage, est-ce qu'entre les deux, la transition, c'est un effort très particulier qui est aussi codifié, sur laquelle il y a des principes? J'ai cru comprendre qu'il y avait autant de façons de gérer ces transitions que d'athlètes. Finalement, il y en a qui sortent très tard de l'eau, d'autres un peu plus tôt, enfin qui se mettent debout plus tôt, qui se redressent. Est-ce que tu peux... Enfin, quelle place a la transition? Est-ce que c'est hautement stratégique? Est-ce que c'est là aussi où tu peux un peu perdre des courses parfois? La transition, c'est super stratégique et c'est comme tu le dis, effectivement, dit comme ça, c'est bien dit, je trouve. C'est un autre sport dans le swimrun. Pour le coup, comme je le disais, on part avec un matériel qui est assez volumineux. Le pool boy, les paddles, la combi, on a forcément un bonnet, on a une chasuble, on a des lunettes, il y a les chaussures, on est en binôme, il faut pas perdre ton binôme. La plupart du temps, en natation, on nage avec une corde qui nous relie.
En fait, il y a une règle dans la discipline qui veut que sur terre, tu ne peux pas être plus espacé que de 20 mètres et en mer, moins de 10 mètres. Donc, ça, c'est pour des questions de sécurité. Et par rapport à ça, ça fait forcément plein de choses à gérer au moment de la transition. Et si tu veux pas t'y perdre et tu veux t'y arriver, et puis même le simple fait de passer de la position horizontale à verticale, on est souvent gazi, un peu perdu. Ça se voit aussi en triathlon, même au plus haut niveau. Et donc, du coup, il faut réussir à optimiser cette partie-là pour aller le plus vite possible et gérer tous les paramètres qu'il y a à gérer dans un espace-temps assez court. C'est quoi les qualités requises selon toi pour imaginer exceller ou réussir dans le îlot? À la fois physiquement, psychologiquement, c'est quoi les choses importantes? Parce que tu disais, il suffit pas juste d'être un très bon nageur, par exemple. Enfin, c'est quoi les clés idéalement? Idéalement, forcément, il faut avoir quelques capacités sportives. Il faut bien s'entraîner. Ça, on va pas se mentir. Hein, ça, on n'a rien sans rien. Mais la chose qui, pour moi, et je le vois encore plus aujourd'hui avec cette année que j'ai pu faire avec Max, c'est le binôme. C'est vraiment le binôme où il faut qu'il y ait une complémentarité, qu'on soit presque une seule et même personne, et qu'on soit en capacité de savoir comment l'autre se sent sans qu'il nous le dise. Rien qu'à écouter sa respiration, à le voir courir ou à le voir nager, on sait si ça va pas. Pas avoir peur d'échanger tout du long pour être sûr et s'assurer que tout se passe comme il faut. Créer des routines. C'est vraiment cette partie-là du binôme qui est ultra importante et qui permet de pousser vers la performance, en fait. C'est pour toi un sport d'équipe avant d'être un sport individuel? Clairement. De toute façon, c'est l'essence même du sport. C'est comme ça qu'il a été créé. C'est comme ça que les organisateurs veulent le maintenir. Ils ont ouvert les disciplines au ranking, à la course en solo sur les World Series. Par contre, sur les championnats du monde, ça n'existe pas. Les disciplines solo se sont mises plus pour déjà apporter un peu plus de monde dans la discipline. Parce qu'au début, il faut quand même le trouver, ce partenaire. On n'a pas tous un copain partant pour faire les mêmes folies. Ça permettait aussi de finalement créer de nouveaux binômes entre solos. Et en cas de pépin, ce qui peut toujours arriver parce que c'est quand même des sports un peu à risque, tu arrives sur ta course et finalement ton partenaire a eu une déchirure ou je ne sais quoi pendant l'entraînement et il ne peut pas être présent pour raison X ou Y, tu peux quand même la faire et en basculant en solo. On va justement parler de ton partenaire qui est le Suédois Max Anderson. À quel moment vous avez décidé d'associer vos talents? Je crois que c'est une rencontre qui date d'un peu plus de 2 ans maintenant. Tu peux nous raconter comment s'est fait entre la rencontre et puis le moment où vous dites ok, on a des choses à faire ensemble. Je crois que vous aviez chacun votre partenaire à ce moment-là, puis à un moment vous avez décidé de recomposer un peu l'histoire et le duo. C'est ça, et ça va faire un tout petit peu plus de 2 ans qu'on s'est rencontrés la première fois, on concourait l'un contre l'autre. Derrière, la saison s'est passée, c'était donc la saison de l'année dernière. Et à un moment, on fait une course où moi je suis avec mon ancien partenaire et lui avec un ancien champion du monde. Et pour le coup, je suis assez proche de cet ancien champion du monde. Et ce jour-là, mon ancien partenaire et cet ancien champion du monde ne sont pas forcément dans un bon jour. Avec Max, on est plutôt dans des bons jours. Et donc, on se retrouve à être devant et à tirer comme des mules avec la corde. et pour le coup, t'as l'ancien champion du monde qui nous fait une blague à moi et mon ancien partenaire, disant on aurait mieux fait d'échanger. Ça aurait été plus simple de laisser les chiens fous devant et nous, on vivrait moins un calvaire que ce qu'on est en train de vivre. Et donc ça a été une espèce de blague qui a couru derrière et qui a été entretenue. Et au championnat du monde, du coup, pas de cette année, mais de l'année dernière, avec mon ancien partenaire, on fait 3 et lui, c'est en plein milieu de la course, fracturé une partie du pied. Et à l'arrivée, on savait très bien que ça allait être assez grave parce qu'on a quand même couru encore 30 km sur un pied pété. donc Est-ce que c'est recommandé? Je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est un kiné en plus, hein, donc écoutez bien vos kinés, c'est une bonne chose. et donc du coup, à ce moment-là, moi, j'avais l'envie de finir la saison et de continuer à faire des Coupes du Monde. Donc forcément, je savais qu'il fallait que je cherche un partenaire et je me retrouve sur la ligne d'arrivée de ces championnats du monde avec cet ancien champion du monde à rigoler et puis à parler un peu de la journée. Et puis là, comme une fleur, Max arrive et cet ancien champion du monde qui dit il est peut-être temps de vous donner cette chance alors. Chose qu'on a fait du coup 1 mois et demi après à Cannes, il y a de ça maintenant 1 an, un peu plus d'1 an. Comment se répartissent un peu vos compétences si on devait donner un peu chacun les points forts de l'un et l'autre? Toi, on l'a compris, il y a notamment la natation. Qu'est-ce que Max aussi apporte? Et toi, j'imagine, apporte aussi d'autres choses à ce duo. Max, sa grosse qualité, c'est le trail et c'est son aisance en trail. Il va vite aussi, mais c'est surtout qu'en fait, il a une capacité, pour lui, c'est naturel de faire du trail et donc il perd
beaucoup moins d'énergie que moi à la fois regarder où est-ce que tu mets le pied pour pas te faire une cheville et pour continuer, et en même temps regarder les fanions pour voir où est-ce que tu vas, parce qu'on n'est pas sur des parcours qui sont des single track parfaitement balisés, hein. Il y a des moments aussi où tu te retrouves en forêt et c'est juste les petits fanions cachés un peu à droite à gauche qu'il faut regarder et aller chercher. Donc ça c'est vraiment son énorme force là-dessus, où lui il serait en train de courir sur les quais, ça serait pareil, quoi. c'est assez incroyable. Et puis après, ce que je disais par rapport au binôme, qui je pense là est... Donc lui sa force c'est celle-ci, moi ça va plus être la natation, et après notre force commune c'est vraiment d'être sur la même longueur d'onde et d'avoir un côté, je vais dire peut-être optimiste. Le verre est toujours à moitié plein, quasiment toujours. Et ça aide beaucoup. Quand il y a un coup de mou, il y a toujours l'un ou l'autre qui est là pour aider l'autre à avoir la chose du bon côté et d'avancer. C'est assez rock'n'roll comme discipline, dans le sens où on a un peu échangé en amont de cet entretien. On prend le départ quoi qu'il se passe, quelles que soient les conditions, on y va. Et puis la sécurité, on va dire que c'est un peu plus lax, que ce qu'on peut trouver. Les normes sont un peu plus flexibles. C'est très possible de ne pas avoir de gens autour de soi alors qu'on est en mer, il n'y a pas de sécu autour. Voilà, on est un peu livré à soi-même. C'est plus libéral, on va dire, si on veut parler économiquement parlant. Clairement. Je vais peut-être pas citer les marques ou quoi ici, mais il y a eu des reportages télé qui ont été faits, qui a vraiment permis le boom de la discipline en France, et notamment qui était tourné autour d'un ancien triathlète de niveau international, Davidos, qui fait 4e à Londres, si je dis pas de bêtises, et avec un trailer pour le coup, Cédric Fleurton, qui sont allés au championnat du monde, et si jamais ça vous intéresse, allez regarder ce reportage, parce que vous verrez vite ce que c'est que la sécurité à la suédoise. On peut le citer, c'est intérieur sport, c'est ça? C'est un intérieur sport, c'est tout à fait. C'est un intérieur sport. Et pour le coup, on le voit, hein, cette année-là, il y a des bateaux qui se sont crashés sur des cailloux, tellement les vagues étaient énormes. David a vécu un sacré calvaire ce jour-là, parce qu'il se retrouve en plus à cramper avec le froid. Les Suédois ont pas peur du froid, hein, et ça c'est pas un souci chez eux. Et puis ouais, même niveau sécure, ça n'a rien à voir avec ce que nous on connaît en France. Je me rappelle cette première année où on s'y met avec mon frère en Croatie, il y a une natation qui fait 3 km, et la veille pendant le briefing ils nous disent bon, le départ de la course il va osciller entre telle heure et telle heure, et on se regarde avec mon frère, mais ça faisait quand même une grosse vague. Il y avait un écart peut-être de 30 ou 40 minutes entre par rapport au départ, et tu dis bon, comment tu te prépares par rapport à ça? Et puis là il t'explique bah ouais, mais en fait il y a un ferry qui passe, donc tout dépend du ferry. On est en direct avec la tour de contrôle, et c'est le ferry qui dira le départ de la course. Et donc là bon, tu dis déjà bon, ça va être folklore cette histoire, et t'arrives sur cette fameuse natation de 3 km où il y a potentiellement un ferry qui passe, et là t'es au milieu à 1,5 km, tu regardes devant, tu regardes derrière, personne, pas un canoë, pas un bateau, rien du tout. On t'a donné une petite bouée que tu as gentiment gonflée toi-même avant de rentrer dans l'eau. C'est quand même... Canard ou donut, la bouée? Non, licorne. Okay. et là tu dis bon. Ça t'arrive d'avoir peur dans des moments comme ça? Peur pour moi, non, parce que pour le coup j'ai déjà toujours confiance en mon partenaire, et comme je suis depuis tout petit dans l'eau, je pense que j'arriverai toujours à peu près à m'en sortir. J'espère, touchons du bois. Mais j'ai plus peur pour la discipline et pour d'autres gens qu'on veut amener à la discipline. Moi, j'aimerais voir sa discipline encore plus grossière que ce qu'elle ne le fait aujourd'hui, hein. C'est déjà sur un beau boom en ce moment. Mais à un moment donné, tu dis... là, il faudrait pas qu'il se passe un malheur quand même. Parce que si les deux crampes, ou il y en a un qui supporte pas le froid, ce qui a pu m'arriver une fois, et là, t'as la tête qui tourne, et puis tu pars. Tu tires pas quelqu'un de 80 kg sur 1,5 km, hein. Ça devient compliqué. Et t'as pas de balise sur toi que tu peux envoyer Alors, avant de partir dans les outils réglementaires que tu es obligé d'emmener, il y a deux choses. Il y a un sifflet et une bande. Une bande et une bande couverture de survie, qui te permet du coup forcément le sifflet, je pense, plus dans l'eau pour alerter. Ça peut servir sur terre, mais c'est plus important dans l'eau à mon sens. Et la bande, forcément, une couverture de survie, c'est plus quand tu es sur terre, si jamais il faut se mettre à l'abri, ou si il y a une grosse blessure avec une belle fracture ouverte, ou tout ce qu'on aime. Tu as commencé à toucher du doigt le sujet. Est-ce que toi aujourd'hui tu peux t'appuyer sur une structure d'encadrement pour t'accompagner dans ton développement? Est-ce que finalement la discipline évolue avec le fait qu'elle a été rattachée à la Fédération française de triathlon? Est-ce que
tout ça est en train de prendre forme? Et puis est-ce que toi, à titre personnel, t'es accompagné ou est-ce que c'est quand même toi qui mène ta barque et qui doit essayer de paver ton chemin finalement plutôt seul? Alors, la discipline en France a été énormément accompagnée. Elle a bénéficié d'une première chose qui a été la Fédé de tri. La Fédé de tri, en fait, a récupéré la discipline sous son aile. Et donc ça a permis un énorme développement de la discipline. Pourquoi ? Parce que quand tu arrives en mairie pour dire « je veux organiser un swimrun », en fait, maintenant, à droite, tu mets le petit tampon de la Fédé de tri. Et donc forcément, toutes les mairies ou les communes, elles sont beaucoup moins regardantes et elles font confiance parce que tu as la Fédé de tri en fait, qui est un support. Donc ça amène tout un tas de garanties qui t'aident à poser ton dossier. Ça a été un énorme élément déclencheur, accompagné du fait que, si je dis pas de bêtises, tous les clubs de triathlon ont l'obligation d'organiser un événement. Chaque club doit organiser un événement dans l'année. Et pour certaines structures, c'est très onéreux et ça leur amène pas forcément des fonds. Ou inversement, c'est justement l'objectif, c'est de ramener un énormément de fonds pour faire vivre la structure sur l'année. Et le fait de rajouter en fait une épreuve de swimrun quand ils faisaient leur événement, qui était soit des duathlons, des triathlons, des aquathlons, ils se sont rendus compte que ça pouvait ramener beaucoup plus de monde en dehors de leur club. Parce que c'est tout dans la mouvance du sport nature et de la découverte et du dépassement. Et donc ça a été pour eux un gros vivier, déjà pour de l'argent par rapport à cet événement en direct, mais en plus de ça, même à plus long terme, ça a permis de ramener de nouvelles personnes dans leur club. Donc ça a beaucoup aidé la discipline en France, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a plus de courses en France. C'est le pays qui a le plus de courses que n'importe lequel. Même les Suédois qui sont les créateurs du sport. Ouais, qui est une nation de référence. Tout à fait, complètement. Donc ça c'était le premier point. Et puis là maintenant il y a la Fédé qui s'y intéresse encore plus avec toute une structure qui est en train d'éclore pour accompagner les meilleurs athlètes. Donc ça a été la première année cette année. Il faut faire sa place au sein de la Fédé, c'est pas simple aussi. Puis il y a des gros enjeux côté triathlon. Je vais pas les présenter ici, mais ils sont très très connus et ils sont très forts. Et forcément il y a énormément d'enjeux pour eux, notamment avec Paris 2024. Qui parle plus parce que c'est une discipline olympique et nous on n'est pas olympique, donc c'est quand même ça qui ramène beaucoup de fonds et de crédibilité à une fédération. Mais ils sont en train de mettre des choses en place et on les accompagne comme on peut pour aider ça et continuer à développer ça. Est-ce que tu peux nous parler du circuit mondial, Othilo, comment c'est structuré le principe, les différentes épreuves, le championnat du monde en soi, comment ça opère sur une année, de combien d'épreuves on parle? Alors, comment ça opère sur une année ? En fait, il y a tout un tas de World Series, donc des Coupes du Monde, qui sont complètement indépendantes les unes des autres. On y va, il y a un classement qui est fait. Il y a chaque Coupe du Monde a un certain nombre de slots qui te permettent de te qualifier au championnat du monde. Forcément, c'est des slots qui sont roulants, parce que si au début, t'en as 3, le 1, 2, 3 partent, mais imaginons que c'est le même classement, la course d'après, c'est plus le 1, 2, 3, mais c'est le 4, 5, 6 qui part. Donc ça, c'est comme ça que c'est construit. Il n'y a plus maintenant, avant il y a eu, mais maintenant ça a plus de valeur, il y a eu un classement au cumulé des Coupes du Monde avec des points. Ça, ça n'a plus forcément de valeur aujourd'hui. Et derrière, il y a forcément la plus grosse course, la course reine qui est championnat du monde, qui est un seul événement, qui est tous les ans, pas à la même date, mais à la même physionomie, c'est-à-dire c'est toujours le même parcours, toujours le premier lundi de septembre. Dernière question de cette introduction. Tu travailles donc par ailleurs pour le Coq Sportif. Tu nous l'as dit, à quel point aujourd'hui ton travail est compatible avec cette pratique de haut niveau. Est-ce que tu concèdes un peu constamment sur les deux terrains? Comment est-ce que tu arrives à faire coexister tout ça? Est-ce que tu fais des journées où tu dors 4 heures par jour et puis les 20 heures sont là pour placer le boulot et puis tes entraînements, tes compétitions, tes déplacements? Comment ça se gère? C'est un casse-tête quotidien? C'est un casse-tête quotidien, ouais, ça c'est sûr. Depuis le récent titre, ça va le devenir un peu moins. L'entreprise a la volonté de me donner les moyens de pouvoir continuer et que je puisse m'entraîner de plus en plus. Après, ça reste quand même un casse-tête quotidien parce qu'aujourd'hui, j'ai certaines responsabilités par rapport à l'entreprise et donc une envie aussi de bien faire et j'y passe énormément de temps. Après, je m'organise comme je veux et on m'embête pas trop là-dessus. Donc ça, c'est le côté vachement cool de l'entreprise. C'est sûr que c'est aussi une sacrée gymnastique, parce que du coup, 6h30 tous les matins, je suis dans l'eau, je sors, il est 8h, j'arrive... 7 jours sur 7 ? Alors 7 jours sur 7, non, c'est plus pour la partie natation, c'est 6 jours sur 7. Et la partie course à pied, c'est 6 autres jours sur 7, mais je m'entraîne 7 sur 7 au final. J'ai pas de jour off. Et donc ça, il faut pouvoir jongler à chaque fois sur l'importance des différents meetings. En plus, on a 3 sites, un à Paris, un à Romilly, un à Strasbourg. Celui de Strasbourg, on y va moins, mais celui de Romilly, on y va quand même au moins une fois par semaine.
Donc il faut aussi jongler avec ça parce que c'est 1h30 de train. C'est aussi de la fatigue, il faut toujours pouvoir avoir une certaine flexibilité pour pouvoir caser tout ça, et aussi une motivation hein, quand il fait froid et qu'il fait nuit. Se lever à 6h le matin quand t'as pas beaucoup dormi et que t'as une certaine pression pour différentes raisons professionnelles. Donc jongleur, c'est aussi ton autre métier. Une casquette de plus. C'est une casquette de plus. Merci Hugo, on va passer maintenant à notre format de questionnaire de Proust, anciennement basket chinoise. Est-ce que tu pourrais nous parler d'une erreur qui t'a particulièrement fait avancer dans la vie? J'ai eu la chance d'avoir les questions en amont. Et c'est les seules que je donne. Ouais, effectivement, ces trois-là, pour éviter les pièges. Elles sont compliquées à improviser de but en blanc. Et j'ai beau réfléchir, en fait, j'en ai aucune à te sortir. Et je pense que la simple et bonne raison, c'est que je les prends pas à cœur. Je m'arrête pas sur quelque chose comme ça. Je les prends. J'essaie en tout cas à chaque fois de les prendre de manière positive, de tirer le meilleur et d'en prendre les meilleures leçons pour avancer. Mais je prends ça plus comme une victoire au final d'une certaine façon. Et, une étape de la construction et de l'avancée. Ouais, clairement. 3 choses que tu emmènerais avec toi sur une île déserte. T'es pas obligé d'y aller en nageant par contre sur l'île déserte. Je te fais grâce de cette session de natation. J'ai failli répondre au début des plaquettes, un pool boy et des chaussures, mais non, je dirais un peu corporate. un peu corporate. Non, si vraiment je me centrais plus sur qu'est-ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui au quotidien, je dirais la musique. Donc j'emmènerais quoi avoir de la musique. Des baskets, ça c'est sûr quand même, je pourrais pas m'en passer. Et le dernier, c'est la nourriture. T'emmènerais quoi? C'est quoi ton péché mignon? La première chose que tu mettrais dans ton cabas? Ça c'est pareil, j'ai pas de lubie, j'ai pas de truc vraiment ça, uniquement ça. Chocolat. Si je devais en sortir un, je dirais chocolat. Faut pas que ce soit nul ou il fasse trop chaud alors. Il va prendre au soleil. Dernière question, ta plus grande peur? À part les ferries au milieu de la mer, de l'océan. Ça, je dirais décevoir. Décevoir, pas tout et n'importe quoi. Décevoir en premier lieu ou décevoir les autres? Non, décevoir les autres. Ouais. Décevoir les gens pour qui c'est important pour moi de ne pas décevoir. À différents niveaux, hein. Ça peut être sur plein de choses. Hein. Ça peut être même sportivement sur des partenaires qui me font confiance et qui me financent aujourd'hui. Ça peut être la famille sur certains choix et engagements. Ça peut être les proches. Les amis, ça peut être tout un tas de sujets sur des gens envers qui j'ai une certaine attache et un certain respect et je veux pas décevoir. Merci beaucoup Hugo, on va maintenant parler de ta course, le Tilo. Je vais juste en planter le décor très brièvement. Donc le concept est né en 2002 en Suède. Elle a fait à la fin d'une soirée bien arrosée entre amis. Ce soir-là, après quelques bières, un défi est lancé, ralliant Dam et Uto en plein cœur de l'archipel de Stockholm par des moyens uniquement naturels. La dernière équipe arrivée paiera l'hôtel et le dîner aux autres. Seule consigne, passer par 3 restaurants avec obligation pour la dernière équipe de régler l'addition. À l'aide d'une carte et d'une boussole, ils sont 4 à avancer à travers des îles et à traverser à la nage les bras de mer qui les séparent. En 29 heures, l'impossible défi est réussi et l'Otilo était né. L'Otilo est connu pour être l'une des épreuves sportives les plus exigeantes du monde, avec donc 70 km à parcourir entre les rochers glissants des îles de l'archipel de Stockholm et les remous de la mer Baltique, découpés en 24 sections de course à pied pour un total donc de 60 km et 23 sections de natation en eau libre pour un total de 10 km. Courir sur des rochers glissants, là c'est le menu de l'Otilo. Courir sur des rochers glissants, plonger dans la mer Baltique et son eau à 16 degrés, chaussures de running au pied pour ne pas perdre de temps dans les 46 transitions de la journée, s'extraire de l'eau en s'agrippant au rocher, puis enchaîner les sections de trail, la plus longue étant de à peu près 20 km, l'équivalent d'un semi-marathon, toujours vêtu de la combinaison, puisqu'on n'a pas parlé mais on ne change pas. Enfin voilà, c'est juste éventuellement tu peux baisser un peu ta combi, j'ai vu ça en tout cas, pour être torse nu si la chaleur l'autorise. Et tout ça donc au fil des 24 îles que compte la course. 100 équipes étaient qualifiées pour cette 16e édition de ces championnats du monde Otilo, dont le départ a été donné le 5 septembre dernier en Suède, donc à Sandam. Voilà, vous l'avez compris, c'est un sacré morceau et une réjouissance qui s'annonce forcément épique. Avant qu'on rentre vraiment dans le détail de ta course, Hugo, là c'est le moment toujours un peu fâcheux de l'épisode, c'est la question qui pique de course épique. Donc voilà, ça prend la forme d'un vrai faux aujourd'hui. Les questions sont souvent tirées par les cheveux. Je pense que là je vais encore repousser les limites du n'importe quoi avec cette question. Donc on va pas s'intéresser aujourd'hui à l'Otilo, mais on va s'intéresser au jeu de société Othello. Tu vois, ouais. c'est juste à côté, tu vois ce que c'est ce jeu avec des pions noirs et blancs que tu retournes. Donc voilà, c'est le principe d'un vrai faux. Il y a que 2 questions aujourd'hui, donc c'est déjà un peu plus simple. Habituellement j'en fais 3. Première question, dont j'imagine tu n'as aucune foutue idée de la réponse, et en fait c'est pas très grave. Les derniers championnats du monde d'Othello se sont tenus en France. Ah bon? Vrai ou faux selon toi? Vrai? Eh ben bravo, effectivement c'était fin octobre à Paris. 88 joueurs de 25 nationalités différentes. Voilà, tu le sauras. Et qui est le champion français?
Et alors attends, parce que je vais pas te le dire, parce que c'est un peu en lien avec ma deuxième question, donc je vais pas spoiler. Alors j'ai pas l'identité, mais en tout cas je pense que je suis à peu près sûr de la nationalité de la personne qui a gagné. 43 des 50 meilleurs joueurs du monde sont issus d'un seul et même pays. Est-ce que c'est vrai ou faux? Je pense que la stat est trop précise pour être fausse, donc je dirais vrai. Exactement, oui, je me suis amusé à compter, à me fader les 50 lignes. Ouais, et c'est les Japonais qui dominent complètement l'Othello, donc je pense que c'est une information qui était importante pour ta journée, donc je suis très content de t'avoir apporté ça. Le premier français est 160e mondial, donc pas terrible. Okay. Je pense qu'il y a des petits progrès à faire, mais voilà, on souhaite que ça se développe. J'espère que cette question qui pique ne t'a pas fait péter les pions. On va maintenant se consacrer, embarquer avec toi sur ton Othello 2022 et donc cette manche des championnats du monde, ces championnats du monde qui sont la course qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui. Hugo, tu as connu un début de saison rêvé jusqu'à ces championnats du monde avec des victoires sur toutes les coups du monde précédentes. Est-ce que vous attendiez à un tel niveau de compétitivité et de performance avec Max? Est-ce que vous pensiez être aussi haut et à tel point dominateur sur les premières épreuves? Honnêtement, non. On savait qu'on pouvait jouer dans l'avant-course, hein, c'est sûr, mais l'objectif premier était forcément de tenter d'être champion du monde et de gagner l'Othello. Plus ça allait dans l'hiver, plus on voyait qu'on progressait, plus on avait forcément aussi nos rêves perso de se dire bon, faut qu'on gagne le plus tôt possible pour aussi un peu jouer un peu de pression sur les autres et pour le reste. Et en plus de ça, la première étape passe à Uto, qui est l'île d'arrivée et qui a une partie du parcours des championnats du monde. Donc c'était aussi pour nous un bon premier jet et une bonne façon aussi de se prendre des repères par rapport à cette course qui a énormément de spécificités qui reprennent celles des championnats du monde. Donc on voulait dès la première faire au mieux et marquer aussi un peu les esprits pour dire c'est bon, on est là et on va vraiment aller tenter d'aller chercher ce titre de championnat du monde. Et puis ça s'est plutôt bien passé. Enfin, bien passé. Au moins dans le résultat, la course en elle-même a été un peu compliquée. Pour le coup, c'était une année incroyable où l'eau était à 8 degrés. L'air était à 5 degrés. À la fin de la course, on a à peine passé la ligne d'arrivée, on n'a même pas sabré le champagne, on est allé directement dans le sauna, combi, bonnet, tout ce que vous voulez, encore sur nous, les chaussures, crado comme jamais. Et on est resté dans le sauna avec tout ça pendant 45 minutes avant de commencer à se déshabiller pour se dire c'est bon, on arrête de trembler, on peut y aller. C'était une journée, ça fait vraiment. Ça donne une idée de l'intensité et de l'engagement requis. Incroyable. Comment est-ce qu'on se prépare pour une telle course? Donc tu nous as parlé du rythme, en tout cas de la cadence très soutenue dans une semaine avec de la natation, 6 jours par semaine, et puis la course à pied aussi. Enfin, voilà, tous les jours t'es de sortie. Est-ce qu'il y a, si on rentre un peu plus en détail, c'est quoi la typologie de distance sur laquelle tu peux t'entraîner quand tu cours? Est-ce que tu varies, tu fais des formats longs, des formats plus courts, tu travailles ta VMA? Est-ce que pareil en natation, est-ce que tu bouffes, tu fais du volume, comme on dirait en course à pied? Je sais pas si c'est la même logique. Voilà, comment ça se dans le détail un peu plus, sans rentrer précisément dans chaque séance, mais en tout cas dans l'esprit, qu'est-ce qu'il faut soigner particulièrement? Faut essayer d'être un peu partout, hein. C'est sûr qu'il y a besoin de tout. De toute façon, même si tu veux travailler ton endurance avec un certain niveau de vitesse, il faut aussi que tu aies des pointes de vitesse pour être capable d'aller chercher plus vite sur ton endurance. Donc on travaille un peu tout. Pour le coup, je suis encadré par un coach de triathlon qui est basé sur Montpellier, qui est mon head coach aujourd'hui et qui gère le gros de la prépa et la programmation et la spécificité des séances course à pied. Après, je suis rattaché à un club de natation qui, lui, fait l'intérieur des séances, mais c'est le head coach qui qui dicte les cycles, en fait. Et tu le partages avec Max ou chacun vit en silo un peu sa préparation? Comment est-ce que pour le coup, on partage dans le sens où on échange tout le temps, on s'est quasiment tous les 2 jours au téléphone et on suit les mêmes cycles à peu près. Par contre, on a chacun notre coach parce que c'est important aussi d'avoir déjà une certaine promiscuité avec lui et la barrière de la langue facilite aussi rend la chose plus difficile plutôt dans l'autre sens. Si jamais j'étais avec le coach de Max qui est pour le coup un triathlète suédois qui fait l'Ironman ou avec le mien qui est un ancien triathlète d'équipe de France. Est-ce que ça requiert quand même que vous passiez du temps ensemble? Est-ce qu'il y a des points de passage un peu obligatoires avec Max sur ces phases de préparation? Est-ce que vous devez être à minima on voir une fois par mois ou avoir des choses en commun? Essaye au maximum de se voir sur une année. C'est pas simple, hein, parce que on a tous les deux des jobs et mine de rien ça coûte aussi de l'argent et on l'a fait cette année pas trop mal. On a réussi à le faire 2-3 fois. Forcément, on se voit déjà sur les courses, on essaie de rallonger un peu les courses pour passer plus de temps ensemble, mais derrière, on a fait un moment plutôt en juin
On a enchaîné 2 courses où, pour le coup, je suis parti du coup des îles Scilly que je mentionnais tout à l'heure, directement en Suède pour passer une semaine ensemble et s'entraîner une semaine ensemble. Et après, par contre, cet été, on a passé une vingtaine de jours ensemble en Suède pour vraiment faire le dernier gros pic de charge. Plusieurs raisons à ça. Hein. Déjà, c'était passer du temps ensemble, aller sur le circuit même des championnats du monde pour faire une reco et préparer au mieux les championnats du monde. Monter en charge et s'aider pour monter en charge et pas le faire tout seul. Puis aussi parce que en France, l'été, s'entraîner, courir, c'est compliqué avec la chaleur. Nager, c'est impossible parce que l'été, en France, les piscines n'existent plus ou elles existent juste pour le public. Les athlètes n'ont plus trop de possibilités de s'entraîner. donc c'était une bonne solution que de partir là-bas. Au-delà des Coupes du Monde et des Championnats du Monde, est-ce que vous émaillez aussi votre année de course, on va dire, plus secondaire? Est-ce que c'est important d'avoir aussi une logique de compétition où vous êtes un peu moins observé, plus pour se tester, qui sont une partie de la construction, de l'entraînement finalement vers vos grands rendez-vous? Est-ce qu'il y a aussi ces rendez-vous-là qui trouvent leur place dans votre agenda? On en a fait quelques-unes cette année, mais pas énormément. Le fait est que la charge d'entraînement et de travail est telle qu'on essaie d'éviter de perdre de l'énergie sur d'autres petites choses qui sont moins importantes. On a quand même eu au final 6 Coupes du Monde qui sont à chaque fois des marathons avec des conditions qui n'ont pas été toujours clémentes. Donc tu perds pas mal de plumes. Le fait est que on s'entraîne beaucoup, on fatigue beaucoup le corps et éviter des stress inutiles qui pourraient t'amener à avoir des blessures. C'était un des choix qu'on a fait en tout cas nous de notre côté. Est-ce que c'est une période que j'aime bien, ces phases de préparation, ou est-ce qu'il y a des matins où tu te dis pourquoi je fais ça, pourquoi j'y vais, là j'ai flemme, t'y vas mais tu te traînes vraiment la patte, ou est-ce que tu es constant dans ton engagement? On va pas se mentir, il y a des matins où tu ouvres les yeux, t'es mort, t'as pas envie, t'es fatigué, tu sais qu'en plus t'as une séance dure qui arrive, puis une journée qui va être très longue où il va falloir être réveillé tout le long, ou en plus leader sur certains meetings. Donc ça complique la chose. Après, ce que je disais en max encore il y a de ça 2 jours, la chance que j'ai sur Paris, c'est que j'ai été pris par ce coach de natation au CNP à côté de Vincennes, c'est un des nageurs de Paris. Et lui, c'est vraiment pris d'affect pour moi et pour notre projet, et il s'est investi là-dedans énormément, à tel point que en fait ce club des fois me met des gens rien que pour moi avant l'ouverture de la piscine juste pour me surveiller. Ils font venir, je suis tout seul dans la piscine. Le pauvre Gonze, il vient pour moi à 6h du matin pour ouvrir la piscine et passer 1h30 sur son téléphone. Il vient avec son canoë, il vient à côté de toi avec son Zodiac, il te surveille. Il surveille dans la piscine. Et Yves le premier qui est souvent la personne qui vient pour me donner les chronos. Et donc en fait tout cet engagement et ce respect ou cette ambition en tout cas par rapport à mon projet, moi me force forcément à respecter en retour tout ce qu'ils font et quand t'es 6h30 ou t'es là, t'as envie de snoozer l'alarme, tu dis de toute façon lui il est déjà dans sa voiture pour aller à la piscine, donc je vais pas lui mettre un lapin là, parce que là, si je suis pas là ça le fait pas. L'objectif, celui qui est tout en haut de la liste au moment d'aller à ces championnats du monde, est-ce que c'est le titre? Est-ce que c'est un chrono? Et donc éventuellement peut-être un record? Est-ce que c'est les deux? Je pense que ça a été une longue discussion avec Max et on n'a jamais réussi à être honnête, ni lui ni moi, parce que on rêvait tous les deux en voyant toute l'année qu'on avait eu juste avant, les 4 victoires avec une certaine avance sur les concurrents. Et plus ça arrivait, plus on voyait aussi les conditions météo qu'on allait avoir. Donc on se disait, il y a moyen de faire quelque chose. En plus, la petite envie aussi, de ne serait-ce que juste battre le record, même si c'est par une seconde, mais battre le record, ça donne toujours envie. Les conditions dont tu parles, celles qui vous sont favorables, c'est quoi? Qui te paraissent en tout cas plus favorables, appropriées à vous? Déjà pas de houle. Le plus important, c'est pas de houle. Hein. C'est la natation, tu peux vite y perdre pas mal de temps. Et après, c'est la température globale. S'il fait vraiment très très froid, s'il pleut, s'il fait chaud, c'est pas pareil. Parce que déjà tu perds pas mal d'énergie à te réchauffer tout du long s'il fait froid. S'il pleut, les cailloux sont beaucoup plus glissants, donc tu peux plus vite te blesser et puis tu prends moins de risques. Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Donc là l'idée c'est en tout cas de vous dire que le titre est jouable et que les conditions sont a priori réunies. C'est ça, ouais. Tout est bien aligné. T'as envie de te dire qu'on en a fait un gros travail tout l'été, toute l'année ça s'est bien passé, on n'a pas de blessures, on est frais tous les deux, on est ultra motivés, donc t'as envie d'aller chercher le temps, t'as envie de ceci, t'as envie de cela. Mais à côté de ça, on essayait en tout cas d'être le plus raisonnable possible dans nos propos et de se dire l'important, ça reste de gagner. Donc ne faisons pas de trucs stupides non plus, il faut qu'on gagne et ça sera déjà une belle victoire.
Est-ce que vous regardez la concurrence? Est-ce qu'il y a d'autres participants dont vous vous méfiez particulièrement, ou est-ce que le sujet c'est vous deux et de piloter votre performance à vous en se disant qu'en faisant le meilleur, ça passerait? Les deux après, ça reste quand même très focus sur nous, pour le coup. Les deux, pourquoi? Parce que tu regardes forcément les forces en présence et comme tu imagines, en tout cas, comment ils vont essayer de faire des moves ou pas, ou de nous accrocher ou de pas nous accrocher. Donc tu crées tes stratégies, tes plans A, tes plans B, tes plans C un peu par rapport à ça. Mais c'est juste un premier constat où tu regardes la concurrence, puis après derrière, on reste concentré sur nous et sur ce qu'on va faire et comment on peut le faire au mieux. Vous arrivez, je pense, légitimement en position de favori sur ces championnats du monde, regardez des résultats précédents. Est-ce que c'est une position qui est plutôt pesante ou galvanisante? Ça vous porte ou ça vous met un supplément de pression en plus de cette envie de jamais décevoir? C'est un peu des deux. C'est un peu des deux, pour être honnête. Il y a le côté stress que je remontais avec mon tout premier souvenir où du coup j'aime bien cette boule et j'aime bien cette pression. Mais il y a l'autre côté aussi où, mine de rien, on avait écrit cette envie de gagner, mais au début, on l'avait pas trop dit, ou on l'avait dit à certains sponsors pour négocier les contrats, mais on l'avait pas rendu public. Puis derrière, c'est tombé dans les journaux ont bien fait leur boulot. Et on a 2-3 médias, il y a eu l'adrénaline avec l'équipe ou d'autres journaux télé plus locaux qui avaient un peu annoncé la couleur avant l'heure. J'en profite pour remercier Florian Quinclair de l'équipe qui m'a parlé cet été de l'UTMB, pendant l'UTMB m'a parlé de Thilo, donc c'est grâce à lui aussi que voilà, ça m'a ouvert les yeux aussi, donc le travail de journaliste a aussi permis d'éclairer cette discipline et ton parcours avec Max, donc voilà, je fais un petit clin d'œil au passage. Ah bah carrément, si Flo tu nous écoutes, merci encore et encore. Je sais qu'on doit savoir tout à l'heure au téléphone, donc merci. Et il est à Paris cette semaine, pour le coup, c'est vrai. Donc les médias en tout cas se sont emparés de vos ambitions un peu secrètes, c'est ça? C'est ça, ouais, c'est ça. Puis donc du coup forcément ça met une certaine pression, et puis en plus même sur les réseaux sociaux et autres, tout le monde nous est gagnant, vainqueur avant l'heure. Et donc, ça te met une certaine pression, surtout par rapport à ce que tu disais, le côté décevoir, où tu te dis, bon, là, maintenant, il n'y a plus le choix, mon gars. Il n'y a plus le choix. Tu as parlé des stratégies ABC. C'était quoi la A? Qu'est-ce qu'on peut se dire avant de se lancer dans une course comme ça? C'est quoi les axes La A, c'était partir et faire notre trou dès la première natation pour derrière en fait être libéré d'une quelconque pression d'avoir quelqu'un à côté et de rester en fait encore une fois plus focus sur nous et de pas prendre de risques de faire de mauvais moves parce qu'on pense à autre chose et donc du coup d'être vraiment concentré sur notre performance et de gérer ça comme on a envie de le gérer. Ça c'était le vrai A. Nous sommes le lundi 5 septembre 2022. Ça y est, c'est le grand jour. Le départ est donné. Vous allez être très vite, on peut le dire, pour ne pas dire dès le début, confronté à un premier imprévu. Un bel imprévu. Un bel imprévu. On se retrouve... le départ est sur la ligne de Sandam, du coup, et il y a 2 km et quelques à courir. Et le départ est bloqué par un quad. Interdit de doubler ce quad au départ. Le but est aussi de faire un peu des images. Et en fait, juste avant de rentrer à l'eau, ce quad s'arrête et te montre une dernière direction sur laquelle tu dois tourner. Et en fait, pour le coup, Max était devant et une petite incompréhension avec ce que le quad fait. Le chemin avait un peu changé par rapport à nos habitudes. Et donc là, on ne sait pas trop où on va pas et on tourne à gauche. Et en fait, il y avait un arbre. Et donc du coup, comme on avait déjà la corde, Max, bien sûr, passe à gauche, je passe à droite. Sans surprise. Sans surprise. Mais tout ça a été encore plus provoqué par le fait que juste avant, je mets ma paddle. Et je mets mes paddles et j'ai une des paddles qui se retrouve avec l'élastique qui craque. Donc là, au tout début de la journée, quand tu sais que tu as fait à peine 2 km sur les 72 qui t'attendent, tu te dis ça risque d'être un peu long avec une paddle en moins. Tu rumines dans ces moments-là? Est-ce que tu vis avec ça et tu as du mal à t'en extraire, ou tu passes tout de suite à autre chose et puis tu reviens dans ta course? C'est un incident de course que tu arrives à occulter? Pour le coup, on arrive à l'occulter assez rapidement, déjà parce que c'était juste une des 2 anses de la paddle qui avait sauté, pas toutes, donc je pouvais encore faire quelque chose avec. Et je me suis dit, on va essayer de serrer les dents et de gérer la chose comme on peut jusqu'à une première course à pied qui est un peu plus longue, qui se retrouve à la 4e île. Et sur cette course à pied un peu plus longue, je me débrouillerai pour sortir un élastique et reconstruire ma paddle à ce moment-là. Donc on arrive pour le coup à gérer la chose assez froidement et sans trop de soucis. Le vent va ensuite rapidement tourner, heureusement. Donc là, vous êtes retrouvé dernier avec cette petite aventure de l'arbre notamment.
il y a une mise à l'eau qui va finalement vous être assez favorable par la force des choses, vous vous retrouvez en bonne position et puis voilà, peut-être expliquer l'importance de ne pas être au cœur de la mêlée dans ces moments-là. Voilà, c'est ce qui vous est arrivé. Clairement, ça nous a presque servi cette histoire parce que ils voulaient tous nous prendre nos pieds dans l'eau, comme on fait partie des meilleurs nageurs et qu'on était les hommes à abattre ce jour-là. Et du coup, on se retrouve bloqué dans cet arbre-là et là, tout le monde se pose la question de qu'est-ce qui se passe pas, et puis ils prennent aussi, je pense que sur ce moment-là, certains aussi dans la précipitation se disent feu, de toute façon ils repasseront dans l'eau. Et un peu plus loin, ils prennent un couloir plus à gauche et nous on prend un couloir plus à droite, ce qui nous permet en fait de nous extraire complètement du pack et de n'emmener personne avec nous. Le sort continue un peu de s'acharner puisque pendant la 3e nage, il y a encore une paddle qui prend son envol. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait en l'occurrence, c'est toi. Alors en fait, quand on sort de cette première natation, Max, toujours avec un certain sang-froid, me dit mais en fait, donne-moi la paddle qu'elle a en se casser, prends la mienne et comme ça, toi tu fais avec 2 paddles normales, puis moi j'ai une paddle et demie. C'est pas un souci, de toute façon t'es devant, t'es celui qui tire, c'est important que t'aies le bon matos. Et la 3e natation, en plein milieu de la natation, Max perd la paddle. Et là, pour le coup, inversement des rôles, c'est moi qui prends le sang-froid parce que là, il s'arrête puis il commence à la chercher. Je fais, mais Max, on s'en fout. on s'en fout, avance, on verra, on va gérer ça plus tard. Et c'est rigolo parce que hier soir, en plus, on en parlait hier soir, parce que Max est à Paris avec moi cette semaine, avant de partir à la Réunion demain soir. On en discutait et on se disait, mais c'était assez dingue ce jour-là. On a l'impression que n'importe quoi pouvait arriver. De toute façon, on se serait dit. Rien vous détournerait de votre chemin. Voilà, ok, la situation est comme ça, next step, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez une avance qui est relativement confortable. Une fois ces petits désagréments passés, est-ce que les sensations sont au rendez-vous? Vous êtes très serein sur la façon dont se passe ce début de course? Tout se passait même mieux que ce qu'on espérait en fait. Il y a vraiment rien eu qui nous a surpris et ça nous a permis en fait de nous garder dans notre bulle et de continuer à rester focus sur le plan. À part cette petite paddle, mais ça a été, comme je disais, on l'a presque oublié en fait. On sort du coup de cette natte où il la perd. C'est une mini course à pied, on refait une natte et puis après c'était cette première course à pied un peu plus longue de 8 km. Et sur celle-ci, on prend juste le temps de faire le check-up. Bon, comment tu vas, comment ça va, qu'est-ce qu'on fait? On continue sur le plan, on bouge pas. Et puis après là, de prendre les décisions sur comment on va gérer la suite par rapport à cette paddle. En l'occurrence, de continuer moi avec 2 et lui avec une. Sauf sur les petites nattes sur la fin, on n'aurait pas la corde. Ou pour le coup, ça aurait été l'inverse, lui qui avait les 2 et moi qui en aurais 0 pour le coup, parce que je n'aime pas forcément nager avec une seule paddle et que j'en avais pas besoin de par mon écart de niveau avec lui en natation. Mais non, pour le coup, journée incroyable. Est-ce que vous croisez du public? Est-ce que sur les îles, il y a des gens qui sont là pour vous encourager? Ou est-ce que c'est quand même une expérience qui est très solitaire et sur laquelle il n'y a pas de partage tellement avec l'extérieur? Franchement, c'est à voir. C'est un espèce de Tour de France, cette course. Hein. Il y a des endroits, on va pas se mentir, où c'est impossible, mais tout comme dans un UTMB, tu peux pas être partout non plus, et même sur un Tour de France. Mais tu dois avoir quasiment 50-55% de la course où tu vois du monde. C'est assez dingue. Et puis nous, en plus de ça, ce jour-là, on a nos familles qui sont présentes ensemble dans un même bateau et qui nous suivent tout du long. On avait préparé le truc pour qu'ils aient des points d'accroche et qu'ils soient capables de revenir sur Terre et de venir sur les points de ravito où il y a un peu plus de visibilité et on peut plus échanger. Comment se passe justement le ravitaillement? Est-ce que vous avez une assistance déjà? Est-ce que vous avez la possibilité d'avoir une assistance ou est-ce que c'est interdit? Et puis sur le ravitaillement, c'est très succinct et vous passez un coup de vent? Les ravitaillements, on essaye de les faire le plus rapide possible. On s'en sert plus pour l'eau et si des fois il y a vraiment besoin, on prend des choses à manger, mais on a quasiment tout sur nous. Sous la combi, on a une espèce de débardeur néoprène avec des poches kangourou. Et à l'intérieur de celle-ci, on a tout un tas de choses, donc des gels, des barres, des flasques avec de l'eau ou de boissons énergétiques. On fait beaucoup en autonomie pour pouvoir en fait cadrer notre alimentation et notre gestion énergétique par rapport à notre performance et par rapport aux différents événements qui vont se passer. Il y a ensuite un premier coup de mou après la 3e nage, ça, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le premier coup de mou, il est même beaucoup plus loin pour le coup, il est quasiment après 40 km et quelques. On se retrouve sur le fameux semi-marathon et c'est là où Max a un moment de moins bien. Mais c'était un léger moment de moins bien. Il restait très performant et ça continuait à aller vite. Ça nous a pas penché d'avoir le meilleur temps sur ce semi-marathon. Mais du coup, à ce moment-là, Max qui
qui me dit que ça va un chouille moins bien et qui du coup voudrait prendre le lead. Et donc je me mets en retrait, en fait, je me mets derrière lui et c'est lui qui est le leader sur cette partie course à pied. L'idée, c'est de pas lui faire sentir que toi t'es mieux en étant devant lui, c'est ça, et que lui se sente un peu en retrait? Clairement, ouais, clairement, c'est qu'il soit C'est pas. de la psychologie. C'est que de la psychologie. C'est que de la psychologie, c'est de pas voir mes fesses. Je vais plutôt voir quelque chose de libre devant lui, d'avoir le sentiment en fait de gérer son effort comme il a envie et comme il le veut et pas de subir. On s'en rend plus souvent compte quand on fait du vélo en groupe ou en peloton. C'est le meilleur des exemples, c'est les ronds-points. Quand on sort d'un rond-point, il y a toujours une relance qui se fait et quand t'es pas devant, tu l'as subi cette relance, il faut vraiment remettre un coup de jus et autres. Là c'est pareil en fait. C'est pareil. Place ensuite au niveau du kilomètre 44 au semi de la course. Comment ça se passe? Vous êtes dans quel état de fraîcheur à ce moment-là? Ça va de mieux en mieux. Du coup, au fil de ce petit move, sur la première partie, du coup, on fait comme ça. Et puis là, il y a un ravito au milieu. Toute la famille, tout le monde autour, ça crie dans tous les sens. En l'occurrence, il y a des bonbons sur le ravito. Et là, je pense que c'était le Graal. Le Graal pour Max qui adore ça. il a pris ses bonbons tout content. Il y a une vidéo qui tourne d'ailleurs de l'orga là-dessus où moi je repars aussi rapidement que d'habitude du ravito et du coup je me retrouve à pas avoir Max. Donc là, je cours à reculons et pour le regarder, il avait fait en anglais, il me dit il y avait des bonbons, c'est trop bon. Je repars plus. Et du coup là on se check et on commence à rigoler puis on repart et en fait derrière ça reste encore une petite portion de course à pied plus sur route où là on re-alterne entre lui et moi, un peu devant, un peu derrière. Tu sens que petit à petit lui il reprend des forces et cette enflure à la fin de ça, à un moment on retourne à gauche pour repartir sur une portion qui est beaucoup plus trail, beaucoup plus technique et puis là d'un seul coup la gazelle elle est là, elle est repartie là. Là il y a plus de coups de bout. Là, vous commencez à prendre la mesure de votre performance et puis aussi en termes de chronomètre. D'un seul coup, il y a une autre réalité qui se précise, c'est-à-dire qu'il y a la première place qui reste, qui est l'objectif central. Il y a cette idée de record qui commence à prendre corps. Donc là, vous commencez à savoir à peu près de quelle façon vous devez performer pour pouvoir imaginer. Le record, il est acquis, mais en tout cas, il y a la barrière des 7 heures qui est aussi un objectif qui était, je pense, inespéré ou inenvisageable avant la course, qui devient une réalité. Donc vous décidez, vous avez la ressource en tout cas et l'envie d'aller chercher cette barrière des 7 heures, c'est ça, sur les derniers kilomètres de la course? Clairement. En fait, on n'a pas eu trop de notion de la vitesse à laquelle on allait. On a eu à quelques endroits des gens qui nous disaient bon, vous êtes à tant des secondes. Après ça a switché sur vous êtes à tant devant le record. Mais on nous parlait de 10 minutes, on nous parlait pas de gros gaps. Et c'est un moment où on est sur les dernières îles qui nous ramènent à la dernière île finale du Uto, où là je lève la tête et je regarde la montre et je fais Max, 6h30 là. Et donc là ça commence un peu à Si je te dis qu'il y a des bonbons qui nous attendent dans moins de 30 minutes mais qui disparaissent au bout de 7h01, est-ce que tu viens chercher le record? Pas le record, la barre en tout cas des 7 heures. À ce moment-là, ça nous a fait un peu tilter en se disant on peut faire encore un truc, mais on pensait toujours pas à 7 heures en fait. On se disait il reste ça. Ouais, 7h10. Et là, on sort de cette toute dernière natte pour arriver sur Uto. Et là, Max baisse la tête et il dit Hugo, 13 minutes. Je fais oui, je sais. Let's do it. Il dit tu veux qu'on mette la corde? Et là, ça voulait tout dire. C'était parce qu'il savait que j'étais un peu plus en canne pour tirer à pied à ce moment-là. Et alors j'ai fait alors là mon gars on a mis la corde. Me dire deux fois. Pas dire deux fois. On a mis la corde, on a tiré comme des bœufs et on est parti à fond. Et c'est rigolo parce qu'il y a même à ce moment-là on est suivi par un vélo et un gars de l'orga qui du coup nous suit et dit plein de trucs qui nous ont bien fait rire sur le moment. La première c'est on rentre vraiment dans une nouvelle ère du swimrun. Regardez, ils ont même les jambes rasées. Et Max entend ça, il était mort de rire. L'info clé de la journée. Et après il dit ouais non, par contre c'est un peu bizarre, ils vont plus vite que moi dans mes séances de VMA. Et donc ça nous a fait rire aussi là-dessus et ouais, ça nous a donné un peu encore plus d'aile parce qu'il mettait la pression en disant les gars, vous pouvez le faire, 7 heures, allez-y.
Ce qui est incroyable, c'est de se dire qu'au bout de 6h30 d'effort, vous avez cette capacité encore à être finalement assez peu entamé et pouvoir accélérer et appuyer encore, un peu comme si rien ne s'était passé avant ou presque. Honnêtement, je sais pas te dire. Je sais pas si c'est une question de capacité ou si c'est juste une question d'adrénaline. Franchement, parce que en fait là-dessus, à ce moment-là, on sort de Uto, on se dit ça, on met la corde, on part, on tire comme des bœufs et en fait derrière tu focus 7 heures, puis là on arrive en bas d'une dernière bosse et là je fais bon 7 heures ça passera pas. Mais tant pis, on aura tout donné. Et là, d'un seul coup, poum, tout le corps qui crampe. tu sais que t'as gagné. Tu sais que t'as juste pas fait les 7 heures, mais t'as fait tout ça. Et là, d'un seul coup, le corps, poum, turn off. Le mental guiderait-il le corps? Clairement. Ça, c'est sûr que ce jour-là, le mental fait tout, quoi. Vous bouclez donc les 70 km de cet Otilo avec un chrono étourdissant malgré tout de 7h59 secondes, c'est ça? Ouais. Et vous faites voler pour l'occasion le record précédent de plus de 38 minutes, qui est stratosphérique quand même, disons-le. Quel sentiment prime au moment de franchir la ligne d'arrivée? Est-ce que c'est cette envie d'aller te mettre au chaud tout de suite? C'est ça le plus important, c'est de récupérer et puis d'avoir ça dans des conditions plus confortables? Où il y a beaucoup de plaisir, enfin comment voilà, vous vous prenez dans les bras, comment vous gérez l'un l'autre, vous avez des façons peut-être différentes de gérer aussi ces émotions-là, comment vous vivez ces instants-là? C'est cet instant-là, il y a une partie où impossible de t'en rappeler. C'est vraiment les 10 mètres avant la ligne et les 5 mètres après la ligne, au tout début. Je sais pas, on s'est mis à crier, enfin je crois qu'on s'est pris dans les bras, après on a pleuré, enfin tu passes par énormément d'émotions, c'est très très fort. C'était un moment dingue. Puis là après on lève la tête, on voit les familles, donc on va tous les deux vers les familles. Puis alors ça repleure à nouveau. Retourner de larmes. Ouais. Retourner larmes. Et puis après après tu reprends le sérieux parce que là du coup forcément il y a le speaker qui te fait parler. Et puis après il y a tous les journalistes qui te font parler les uns derrière les autres avec les caméras. Donc tu redeviens un peu plus sérieux. Mais ça a été dingue. Et puis c'était assez rigolo aussi, c'est que derrière beaucoup de monde quand je suis revenu sur Paris. Ou même sur les réseaux sociaux, en live ou dans les réseaux sociaux, beaucoup disent tu te rends compte de ce que tu as fait, tu sais ce qui se passe, et pendant 2 semaines, tu ne mesures pas, tu mesures pas du tout parce que je suis rentré, alors je suis pas comme quelqu'un qui vient de gagner une médaille olympique et qui devient tout d'un coup avec 1 million de followers, hein, mais il y a eu quand même un certain intérêt des journalistes et des petits médias plus spécialisés, tout le monde qui te sollicite à droite à gauche, même les amis pour faire plein de choses. Professionnellement, je venais de prendre ma nouvelle responsabilité, donc j'avais 2 séminaires à manager et à organiser. Enfin, j'ai pas arrêté pendant les 3 semaines qu'on suivi pour jongler entre tout ça, et donc à aucun moment en fait je me suis juste posé dans un canapé, regardé le vide en disant ok, c'est fait. T'as été surpris finalement de ce résultat et de l'ampleur de la performance? Qu'est-ce qui l'explique selon toi? Qu'est-ce que vous avez su particulièrement bien faire? C'est la prépa, c'est tout ça, c'était le bon jour, vous avez créé toutes les conditions et puis l'alchimie a opéré mieux que jamais ce jour-là? Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. On s'est donné les moyens, ça c'est sûr. On voulait aller chercher, on voulait aller faire quelque chose de bien, on voulait faire le maximum possible. Derrière, on a ce coup de chance de la météo qui est parfaite ce jour-là. Et puis... Elle est parfaite pour tout le monde, on peut se dire aussi que les autres sont dans des bonnes conditions aussi. Ça vous enlève pas de mérite, c'est ça que je veux dire. Ils ont vécu ces conditions aussi. Oui, non, c'est sûr. Par rapport ça, c'est plus par rapport au chrono qui les 38 minutes. Je pense que il y a pas que la météo, mais la météo il joue aussi quand même un peu parce ils avaient pas des mauvaises conditions le jour où ils l'avaient fait, mais on avait des conditions légèrement plus favorables quand même. Et puis après le reste c'est l'alchimie aussi. C'est peut-être un peu tout moi je dis comme ça, mais je pense qu'on a un truc différent entre nous, lui et moi, Max, et sur la complémentarité vraiment qu'on a ensemble, pour avoir eu à échanger avec beaucoup d'anciens champions du monde et autres. Tu sentais toujours un léger décalage, même minime, mais il y avait toujours un truc où tu disais bon, ils sont pas tous vraiment pareils, et là pour le coup chercher la différence elle est compliquée avec Max, ou le désaccord. Ça a été donc un moment exceptionnel et puis une étape fondamentale, mais qui n'est pas tout à fait le point final de votre saison, puisque à peine ces championnats du monde clos et ce titre, il y a déjà un nouveau défi qui se pointe, il y a une nouvelle boucle à boucler, c'est-à-dire l'idée, j'imagine, qui a dû assez vite vous trotter dans la tête de réaliser un grand chelem sur les Coupes du Monde restantes, dont on connaît désormais l'issue, puisque la dernière épreuve s'est tenue il y a quelques jours.
C'est le moment de mettre fin à un certain insoutenable suspense. Grand chelem en note. Grand chelem. Bravo. C'est fait. Et c'est... Dans la douleur, ça n'a pas été simple, notamment à Cannes, je crois, qui était l'étape suivante. Cannes, ça a été challengeant. Ça a été très challengeant parce que du coup, comme je disais, il y a eu ces 3 semaines insoutenables où, après les championnats du monde, où là, Max, lui, déjà, de son côté, prend un peu de repos. Moi, avec le taf et autres, j'ai pris un peu de repos au début, puis après, je m'y suis remis. Mais ça a été un peu compliqué parce qu'une charge à gérer à côté qui m'a un peu éloigné de l'entraînement. Et quand je m'y remets et que je me remets un petit coup de bourre, je tombe sur la tête, je me fracasse la tête, je sors de ça, je tombe sur une gastro. Donc, et tout ça dans les 2 semaines qui précèdent la course. Donc ça, on arrive tous les deux pas forcément dans les meilleures conditions. Et en plus de ça, pour le coup, Cannes est un parcours qui est très roulant, qui est très rapide. Les Français, on savait qu'ils seraient tous là et ils commencent à être de plus en plus performants. Ça truste les podiums de partout. Et en plus de ça, c'est une course qui se trouve toujours à la mi, voire fin octobre. Et ça coïncide avec la fin de saison des triathlètes. Et donc, on n'est jamais à l'abri qu'un triathlète se ramène de quelconque format. Pour l'instant, c'est beaucoup plus des gars d'Ironman qui viennent ou quelques qui font de la D1. On n'a pas encore chopé les gars de la WTS, mais je sais que j'ai 2-3 copains, notamment Pierre Lecor, qui des fois me posent des questions. Combien de temps ça prend pour récupérer d'un autre îlot? Donc il y a différents formats, mais par exemple sur l'épreuve, sur les championnats du monde, est-ce que tu es apte, tu peux courir 5 jours après, ou est-ce qu'il faut quand même vraiment beaucoup de temps pour récupérer et se remettre un peu d'aplomb? Ça, je pense qu'il n'y a pas de vérité. C'est beaucoup une question d'approche et aussi de comment tu as vécu ta course. Nous, pour le coup, on a tellement eu d'euphorie autour de tout ça que forcément, tu acceptes tout, je pense, plus facilement, même les blessures. Enfin, il n'y a pas eu de blessures et on a eu de l'énergie tout le long. On a été porté. Donc, on est moins crevé derrière. Ce qu'il faut faire gaffe là-dessus, c'est qu'il faut quand même se rendre compte de ce qu'on a fait et de se dire, tu tires pas sur la bestiole autant que ça derrière. Il faut quand même refaire un peu de batterie. Et après, c'est aussi une autre approche qu'on a, nous, tous les deux, c'est les lendemains de course, on court toujours. Ok. Quasiment toujours. Rituel. C'est un rituel. Alors, on court pas long, mais on court. On court une demi-heure, 40, 50 minutes max. Ça a des bénéfices sur le corps, sur la récupération? Ça peut aider ou En fait, ça fait tourner, ça t'élimine tous les déchets. Ça débloque un peu les chevilles qu'on tirait, les genoux, les cuisses, les hanches. Et en fait, clairement, il est pas plaisant, hein, ce footing, on va pas se mentir, il est horrible. T'as presque pas envie d'y aller. Mais derrière, c'est un game changer sur toute la suite. Pour nous, en tout cas, c'est un game changer. Sinon, tu passes une semaine à dire je vais pas m'entraîner parce que je vais récupérer, mais en fait, tu boites pendant une semaine, tu récupères sans récupérer pendant une semaine. Alors que là, t'as forcé un peu pour te dire je vais aller recourir le lendemain d'avoir fait 80 bornes et de m'être tué, mais mais au moins. T'as fait bouger toute la machine et là je sais pas, le corps a l'habitude aussi de s'entraîner tout le temps avec tout ce qu'on fait toute l'année et je pense que ça agit aussi là-dessus. C'est une question qui est habituellement très difficile déjà de base. Moi, je demande à mes invités quelle est l'image qu'ils retiennent de leur course épique. Toi, je vais te demander l'image que tu retiens de la saison, cette saison. Une seule. Une seule. Un moment en particulier. C'est dur. Franchement, il y a eu... Si vraiment je devais en prendre une, je dirais la dernière accolade à Malte. Le point final de la saison. Serait même pas, en fait, c'est même pas la ligne d'arrivée, pour être transparent en plus, c'est une accolade qu'on a eue. Parce qu'à Malte, il s'avère que tu finis sur une natation qui fait 1 km 3. Et en fait, on est sur ce ponton là avant de plonger, il y a même un photographe qui était là et on s'est arrêté. Max a dit attends, stop, on va pas dans l'eau là. Regarde, réalise. T'es prêt? C'est bon, c'est fait, on y va. Et là, ce moment-là, c'était ouf. J'ai des frissons là, donc j'imagine vous. C'était ce que tu te rends compte, c'est fait là. Et là, tu dis, putain, tu pars pour les 1500 mètres, c'était les 1500 mètres où dans ta tête, t'es là, tu voles, oh, puis là, t'as toutes les images de l'année qui repassent, t'as toutes ces heures, tous ces jours à se lever à 6h du matin, à pas avoir envie, il fait froid, tu te mets dans l'eau, l'eau elle est froide, encore plus maintenant avec les problématiques climatiques, où on a réduit les températures des piscines. Tous les gens qui te disent toujours comment tu fais gaffe, tu vas tuer, écoute-toi, ralentis, ça va pas le faire, c'est pas possible. Le truc que j'ai le plus entendu, c'est en allant à Paris, tu te mets un croix sur ta carrière. Tous ces trucs-là. Tu penses pas que au mauvais moment, tu penses aussi au bon moment, mais tu penses à énormément de choses.
De quoi est-ce qu'on a envie quand une saison comme celle-là, qui est aussi pleine, prend fin? Est-ce que c'est compliqué de se remobiliser sur l'après? Est-ce que c'est un appétit qui est surmultiplié ou est-ce que c'est plein de questions, il faut aller chercher d'autres sources de motivation? C'est les trois à la fois. C'est les trois à la fois. Pour le coup, j'en rajouterais même un truc, c'est compliqué de se dire on va prendre des vacances là. Parce que tu dis, oh, ça marche, on va pas s'arrêter là maintenant, on va continuer. Après, là pour le coup, la saison n'est pas finie et on va finir l'année avec d'autres projets, puis on prendra un petit break après quand même pour reposer le corps et pas prendre de risques bêtes pour pas avoir de blessures. Mais c'est tout. Puis tu te dis quand même aussi, bon, what's next, comment on se re-challenge, comment on va plus loin. Mais là, du coup, au tout début, en plus, c'est des questions qu'on s'est même pas forcément posées, c'est des questions qu'on a fini par se poser parce que les gens nous le disent ou parce que les journalistes nous le disent. Mais du coup, quand t'as fait toute une année, grand chelem, machin et tout, 3 ans après avoir fait le sport, bon, faut changer de sport maintenant, faut faire autre chose. Ou comment tu vas te motiver? Mais toi, à l'Othello. Je vais me mettre à l'Othello. Il y a de la place. Tu peux rentrer dans le top 159 mondial. Il faut peut-être que je double les japonais. Mais ouais, non, c'est. Donc là, du coup, on part à la Réunion aussi pour ça. Déjà, c'est pour. Il y a la course, mais on a rallongé les choses pour pouvoir passer une semaine ensemble, s'entraîner un peu ensemble pour préparer, pour ma part, la Saint-Élion. Et en plus de ça, pour prendre vraiment le temps d'écrire tout le plan, comment on veut le faire et comment on veut agir. Parce qu'il y a forcément le côté projet, rêve et dépassement. Mais après, à côté de ça, on aimerait aussi développer le sport, agir aussi pour le sport, pour la discipline, et puis aussi un peu plus agir de manière sociale ou environnementale, comment on peut aussi bénéficier de tout ce qu'on peut et se servir de ce qu'on a pour aider plein de sujets. Tu viens de le citer à l'instant, un de tes tout prochains rendez-vous sportifs, puisque c'est dans un peu plus de 3 semaines, ça va être la Saint-Élion. C'est tes premiers pas sur un trail en compétition, en tout cas ce format de 80 km. C'est quoi tes attentes? Est-ce que tu es impatient aussi de mettre les pieds là-dedans? Je suis impatient parce que ça fait un moment que j'ai envie de sauter le pas, mais sans prétention aucune. Vraiment, je veux voir ce que ça fait en fait. Je suis nageur, donc du coup, c'est rigolo ce que je veux dire, mais je récupère toujours dans l'otilo. Dans n'importe quel otilo, j'ai toujours en train de récupérer à un moment ou un autre parce que si je nage, je récupère des jambes, si je cours, je récupère des bras. Et donc, tu as toujours cette transition qui fait que tu fais 2 sports différents, que tu changes tes énergies, et puis quand on a marre de courir, bah, tu vas nager, quand on a marre de nager, tu vas courir. Donc c'est une gestion qui est complètement différente. En plus, tu es en binôme, donc tu partages vraiment quelque chose. Là, j'ai envie de voir cette bulle, d'être tout seul sur tout ce temps-là, de ne pas pouvoir me reposer sur la natation, qui m'aide beaucoup à récupérer forcément. Après, tu auras peut-être des moments dans les descentes où tu pourras récupérer. Enfin, il y a des phases aussi assez différentes, même s'il n'y a pas un dénivelé incroyable sur la Saint-Élion, il y a aussi quand même des phases où tu es dans des efforts, c'est 3 efforts finalement un peu différents entre des parcours, des passages un peu plus roulants, la descente où tu peux justement un peu récupérer. Après, tu sollicites effectivement beaucoup les mêmes muscles, mais tu vas avoir aussi un peu ces 3 briques qui composent le trail finalement, qui vont te permettre de récupérer plus ou moins selon les phases. J'ai hâte de découvrir tout ça et de voir comment je peux effectivement m'en servir pour récupérer. Là où j'ai pas très peur, c'est je pense que j'arriverai à gérer la chose énergétiquement. Là où je me pose des questions, c'est mentalement comment je le gère du coup par rapport à tout ça. Et le fait d'être de nuit, ça te pose question? Non, c'est pas une difficulté particulière. Bah, de toute façon, après de nuit, on n'est pas en train de faire la diagonale des fous non plus et l'UTMB là. Je m'en rends peut-être pas compte, mais pour le coup, je me suis renseigné. J'ai la chance d'être passé par chez Salomon dans mes études et donc du coup d'avoir rencontré notamment Thibaut Barognan, avec qui j'échange un peu et c'est lui qui m'a parlé de la synthé, ou même Cédric Fleurton qui l'a gagné une année. Et donc du coup, au début, moi j'ai poussé des questions, ils se sont moqués de moi les deux, c'est salaud. J'ai fait, mais du coup, il faut que j'ai des bâtons. Il fait, non mais oh gars, la Saint-Élion, c'est roulant, c'est une piste. Ils m'ont fait rire là-dessus. Donc, mais ce que je leur dis, mais c'est une piste, mais il y a quand même écrit plus de 1200 sur cette histoire-là. il y a moins 2005, je crois, mais il y a quand même plus de 2002. Il faut les monter, ces 2002. Donc ouais, non, ça va être une nouvelle aventure, une belle découverte. Et j'ai hâte de découvrir ça. Ouais, on va suivre ça avec intérêt. Ça va être chouette de suivre sur ce parcours. Moi, j'y serai, donc peut-être on s'y croisera. Avec grand plaisir. J'espère en tout cas. Je te propose de conclure cet épisode avec non pas le mot de la fin, mais le motto de la fin. Est-ce que tu as une devise qui te tient particulièrement à cœur et qui illustre ton état d'esprit? Je suis pas focus sur. J'ai pas de gourou, j'ai pas de petit objet, j'ai pas de routine. Tous ces trucs un peu où on peut se focaliser sur quelque chose, j'en ai pas forcément. Si je devais vraiment en sortir une, et je suis pas sûr qu'elle résumerait tout, mais c'est quelque chose qui qu'un des coachs m'avait dit, un des coachs qui a compté pas mal pour moi, qui était à Fourmeux, qui s'appelle Richard Martinez en natation, qui m'a sorti un jour: résister, c'est créer.
Et je trouve qu'il y a plein de choses là-dedans qui t'amènent à avancer en fait. C'est de se dire, c'est un peu comme le coup de la paddle qui pète ou que tu perds. C'est comme les matins où t'as pas envie ou quand les résultats sont pas comme ce que tu voudrais. C'est continu mon gars, de toute façon tu vas pas t'asseoir là-dessus. Si tu t'assois là-dessus, tu feras pas bouger les choses quoi. Et puis alors ça c'est moins vrai par rapport à cette phrase-là, mais aussi la prise de recul sur tout un tas de choses ou être conscient de ce que tu maîtrises, ce que tu maîtrises pas, ou du moins ce sur quoi tu peux agir et comment tu peux pas agir, et te dire ça c'est fait. Ok, t'aurais pu le faire autrement. Du coup, comment tu fais pour faire autrement? Mais tu l'as fait, t'as testé, t'as expérimenté, t'as vu, c'est bien. Tu l'as fait, t'as osé. Continue d'oser et passe au next en améliorant. Merci beaucoup Hugo pour ces propos très sages et très enthousiasmants et motivants. C'est toujours des bonnes phrases à assimiler et puis à s'appliquer à soi-même pour chaque jour progresser, ce qui est je pense un peu tout notre objectif à notre échelle. Merci en tout cas pour nos échanges, nous avoir permis de découvrir cette très belle discipline qui est le swimrun et puis cette épreuve aussi intrigante que fascinante qui est le Tilo. Je suis très heureux que Course Épique et puis à sa très humble mesure et hauteur éclairer en tout cas ton sport de cœur. Bravo également à Max et toi pour cette saison qui a été exceptionnelle et puis cette constance qui a affiché au fil des mois. On sait qu'atteindre les sommets en soi est extrêmement difficile, mais réussir à s'y maintenir c'est aussi une sacrée prouesse. Donc voilà, je vous souhaite à tous les deux beaucoup de bonheur et de succès partagés pour vos prochaines saisons et les suivantes, et puis à toi aussi Hugo de te réaliser à titre individuel dans tes projets sportifs, personnels, professionnels. Il y en a une sacrée liste, donc voilà, plein de bonheur et de succès pour la suite. Merci beaucoup Guillaume encore une fois, et hâte d'écouter ça et d'écouter la suite et de se revoir à Saint-Élion. Avec grand plaisir. Salut, merci Hugo. Ciao, merci. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu, alors n'hésitez pas à le partager autour de vous et également à vous abonner, à noter et à rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour que Course Épique soit mise en avant et puisse ainsi continuer à se développer. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Merci encore infiniment pour votre soutien et pour votre fidélité, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Course Épique, évidemment.